Pendant des années, les cargos venus de Marseille et de Rotterdam accostaient à l'heure, jusqu'à ce matin où les quais de Ouagadougou restèrent déserts, comme vidés d'un souffle vital. Un flux commercial de 2,2 milliards USD s'interrompit net, et le vacarme des marchés fit place à un silence d'alarme. Alors que les économistes annonçaient moins le chaos, Ibrahim Traoré prononça 4 mots calmes et tranchants. Nous grandirons à nouveau. Et quand un pays choisit la fin passagère plutôt que la dépendance durable, s'agit-il d'une folie ou de la première lueur d'une renaissance? Bloquer les importations de blé européen n'était pas un simple geste économique, c'était une déclaration d'indépendance. Tandis que les experts prédisaient l'inflation et la pénurie, Ibrahim Traoré parlait d'un autre gain, une agriculture capable de nourrir son peuple par elle-même. Si le pari réussit, le Burkina Faso pourrait transformer un choc de 2,2 milliards USD en expérience clé du XXIe siècle, où la valeur d'un pain se mesurerait non en profit, mais en dignité. Mais l'échec révélerait la distance entre le rêve de souveraineté et les réalités d'un champ asséché. Un pays pauvre en ressources, mais riche en volonté, peut-il accomplir ce que tout un continent a longtemps craint? La réponse se cache dans les mains qui sèment et les champs qui s'éveillent. Une nuit de mars, une révélation survint dans une salle silencieuse du palais présidentiel. Ibrahim Traoré fixa un tableau où 3 chiffres étaient tracés. 2,2 milliards USD, 15%, 0. Les 2 premiers résumaient la dépendance. 2 tiers de la farine consommée venaient d'Europe. La production locale couvrait à peine 15%. Le 0, lui, symbolisait ce qu'il refusait. 0 contrôle sur notre pain quotidien. Depuis la période post-coloniale, l'Europe livrait du blé subventionné et recevait en retour une influence silencieuse. Les villes mangeaient à prix bas. Les campagnes mouraient lentement. Des générations entières avaient oublié l'odeur de leur propre farine. Traoré choisit pourtant ce moment de fragilité. Réserve au plus bas, sécheresse imminente, inflation attendue. Mais il croyait que chaque chiffre pouvait s'inverser si la population comprenait que le combat n'était pas contre l'Europe, mais pour soi. En 48 heures, 3 ministères furent mobilisés. Agriculture, commerce, finances. Le plan agro-souveraineté renaquit. Le décret 2025-A21 suspendit tout blé européen jusqu'à atteindre 40% d'autonomie. À Bruxelles, on parla de guerre économique. Au Burkina, on parla de commencement. Pour la première fois depuis des décennies, la question « qui cultive ? Qui mange ? Qui décide ?» retrouva sa vraie adresse. Le peuple lui-même. Au milieu du doute, certains transformèrent la parole de Traoré en mouvement. Dans les marchés de Bobo-Dioulasso, des femmes remplacèrent tout la farine importée par du mil et du maïs. Elles baptisèrent leur pain rugueux « pain de la terre », le pain du sol. À Koudougou, d'anciens cultivateurs rouvrirent les canaux d'irrigation abandonnés. En quelques semaines, 180 millions USD, provenant du Fonds aurifère national, furent dédiés aux semences d'urgence et à la cartographie de 500 000 hectares arables. Les radios diffusaient les premières images. Étudiants brandissant leurs outils, ingénieurs réparant des pompes rouillées, coopératives travaillant nuit et jour. Les médias parlèrent bientôt des pionniers de la souveraineté. Les résultats précoces surprirent. Prix stabilisés, production locale en hausse, confiance retrouvée. Un vieil agriculteur déclara « Pour la première fois, nous semons pour nos enfants, pas pour les autres. » Ce que les observateurs étrangers appelaient « crise », le peuple y voyait renaissance. Au centre, la silhouette de Traoré se dressait comme symbole d'une nation décidée à revivre par sa terre. Le matin suivant l'annonce du décret, nul ne savait ce qui adviendrait. À Ouagadougou, les boulangeries ouvrirent dans un silence tendu. Les files s'allongèrent sous le soleil. Le prix de la farine doubla en 48 heures, mais au lieu de colère, on vit des pelles, des bêches et
une étrange sérénité. « Nous avons trop longtemps mangé le pain des autres, dit un ouvrier. Il est temps de goûter celui de notre sol. » Le ministère de l'Agriculture lança une riposte en 3 temps. D'abord, on réouvrit les terres. Puis, la jeunesse fut mobilisée. Enfin, les prix furent stabilisés. Les objectifs étaient clairs. Augmenter la surface cultivée de 20% en 6 mois, créer 40 000 emplois agricoles la première année. Les ingénieurs coopérèrent avec l'armée pour transporter tracteurs et tuyaux. 2 semaines plus tard, le pays entier ressemblait à un chantier. La télévision nationale montrait des jeunes installant l'irrigation, des femmes semant sur la terre rouge, des camions remplis de blé local filant sur les routes poussiéreuses. L'extérieur parlait de chaos, l'intérieur de renaissance. Ibrahim Traoré apparut à l'écran, voix ferme. « Ils disent que nous mourrons de faim. La terre répondra avant nous. » Ces mots franchirent les frontières. Niger, Mali, Ghana envoyèrent des lettres de soutien, saluant le pionnier du Sahel. Bruxelles protesta. Le peuple s'aima davantage. Quand l'Union européenne menaça de taxer le beurre de karité à 25%, des dizaines de milliers de faits d'aide défilèrent. « Vous embellissez avec nos produits, laissez-nous vivre de nos racines. » Leur image, broyant les noix de karité à la main, fit le tour du monde, symbole silencieux de dignité. Puis vint le moment de stabiliser. Budget réalloué, petites bijouteries de boulangerie, adaptant leurs recettes de mil, manioc et maïs. Le pain devint plus dense, plus sombre, plus fier. Les médias l'appelèrent un pan de la terre, le pain du sol. Et tandis que les cargos européens s'éloignaient, la terre du Burkina reprenait souffle. Ce n'était plus une crise. C'était une résurrection menée par le peuple, scellée par le courage tranquille d'Ibrahim Traoré. 3 mois après le décret, les premiers bilans révélèrent des progrès. La production céréalière nationale bondit de 22%. La surface cultivée atteignait 510 000 hectares. Et les importations de farine chutèrent de 38%. Chaque pourcentage représentait des milliers de foyers sortis de la dépendance, mais aussi des défis techniques immenses. À Bobo-Dioulasso, les coopératives réhabilitèrent plus de 200 km de canaux d'irrigation. Dans le nord, les ingénieurs traçaient les zones de pluviométrie à l'aide de drones. Ces données, longtemps invisibles, devenaient l'ossature d'une souveraineté mesurable. Chaque tonne produite générait un gain net en devises épargnées, près de 90 millions USD sur un trimestre. Les économistes sceptiques durent admettre que l'effondrement redouté n'avait pas eu lieu. Certes, les prix du pain restaient instables, mais l'État subventionnait désormais la filière locale par la redevance aurifère, sans emprunter à l'extérieur. Les courbes de rendement, affichées sur les murs du ministère, montraient une progression continue. Dans les villes, les boulangeries mélangeaient 60% de farine locale avec 40% d'importation résiduelle. Le goût était plus lourd, plus rustique, mais accepté comme un acte civique. Les experts européens parlèrent de économie sous perfusion patriotique. Traoré répondit par des chiffres. « Nous avons remplacé le déficit de 2,2 milliards par un excédent de volonté. » Les indicateurs sociaux suivirent. Le chômage rural recula de 5 points, la criminalité urbaine diminua de 12% et 40 000 emplois directs furent créés dans la transformation céréalière. Chaque graphique renforçait une équation simple. Plus d'autonomie, moins de dépendance. Mais ces progrès restaient fragiles. Les projections montraient qu'une mauvaise saison des pluies pourrait effacer la moitié des gains. Pour anticiper, le gouvernement lança le programme Wheat Home 2.0, capteur d'humidité, stockage solaire et réseau de semences régionales. Les ingénieurs de l'alliance AES, unissant Burkina, Mali et Niger, partagèrent leur modèle, liant la souveraineté alimentaire à la sécurité collective. À Bruxelles, certains commencèrent à parler de changement structurel. Dans les rues de Ouagadougou,
On disait simplement « Avant, nous achetions notre pain. Maintenant, nous le faisons pousser. » Le débat autour de cette renaissance du blé divisa les experts. Mais Ibrahim Traoré choisit d'affronter les objections. Certains économistes, burkinabés et européens, estimaient que le pays avait pris un risque disproportionné. Priver un marché fragile de son principal apport énergétique fragilisait les plus pauvres. Selon leurs calculs, une hausse de 15% du prix du pain pouvait pousser des milliers de familles dans l'insécurité alimentaire. Pour eux, la souveraineté ne valait pas cette souffrance immédiate. D'autres voix, celles des syndicats agricoles et d'une nouvelle génération d'universitaires africains, défendaient une logique différente. Ils rappelaient que depuis 20 ans, les subventions européennes avaient étouffé les cultures locales et ruiné la compétitivité du Sahel. Sans rupture, la dépendance serait devenue permanente. Le vrai coup, c'est celui de la résignation, écrivait un chercheur de l'université de Koudougou. Entre ces visions, Traoré adopta une approche de réalisme souverain. Oui, le pain était plus cher, mais la valeur ajoutée restait au pays. Oui, les boulangeries peinaient à s'adapter, mais elles embauchaient localement, formaient, innovaient. Le président se montra publiquement avec des économistes critiques, citant leurs chiffres avant de les nuancer. La douleur d'un accouchement n'est pas un échec, c'est le prix d'une naissance, répondit-il calmement à un journaliste français. Peu à peu, le débat évolua. L'opposition interne, au lieu de se durcir, proposa des réformes fiscales pour soutenir les producteurs. Dans un pays habitué au discours d'autorité, la controverse devint un laboratoire démocratique. Une confrontation d'idées renforçait la cohérence nationale. « Nous ne vendrons plus jamais nos racines », déclara Traoré dans un discours télévisé, marquant un tournant. Cette lutte, d'abord nationale, devint un message continental. Les dirigeants du Mali, du Niger et du Tchad, inspirés par les résultats burkinabés, signèrent un protocole pour créer un corridor céréalier sahélien, partageant semences, données et infrastructures. L'Europe y vit une alliance de défis. L'Afrique, une promesse d'autonomie. Dans les champs de Kaya et de Bobo-Dioulasso, les récoltes pilotes affichaient 20% de rendement supplémentaire. Les caméras montraient des enfants chantant autour des silos, flambant neufs, le pain du sol, le pain de nous. Ce n'était plus seulement une politique, mais un imaginaire collectif, un vocabulaire de dignité circulant de village en village. 6 mois après le décret, le Burkina Faso n'était plus le même. Les chiffres le prouvaient, mais les visages en disaient davantage. La dépendance aux importations avait chuté de 60%. Un exploit imprévu. Les entrepôts d'État abritaient des stocks stratégiques de céréales locales. La balance commerciale agricole redevenait positive pour la première fois depuis 30 ans. Mais au-delà des chiffres, une fierté renaissait. Sur les marchés, les vendeuses disaient simplement « Ce pain vient d'ici ». La relance agricole créa plus de 40 000 emplois directs et autant d'activités connexes. Les boulangeries utilisaient des mélanges de manioc, de mil et de sorgho. Leurs marges se stabilisèrent. Les revenus ruraux augmentèrent de Dupsienne en moyenne. Un nouveau label, Païne du sol, Made in Burkina, symbolisait une économie réenracinée. Les analystes de la Banque africaine de développement parlèrent d'un prototype de résilience. Dans les écoles, l'agronomie s'ajouta au programme. Les élèves mesuraient la pluie avant les mathématiques. Mosquées et églises priaient ou pour la récolte. Les inégalités ville-campagne s'atténuaient. La capitale découvrait les difficultés rurales, créant une équité nouvelle. La criminalité chuta de 12%, fruit de l'emploi rural massif. Le Mali, le Niger et le Ghana imitèrent partiellement cette politique, lançant leur propre plan céréalier. L'alliance AES devint une plateforme d'échange de données agricoles. Même des États côtiers, jadis sceptiques, voulurent rejoindre l'initiative. La diplomatie économique africaine se redéfinissait, centrée sur la nourriture plutôt que sur les minerais ou le pétrole.
Au cœur de ces changements, Ibrahim Traoré restait sobre, analytique, presque austère. « Ils ont voulu nous punir par la faim, déclara-t-il. Mais la faim est devenue notre maître d'école. » À la fin de la première année, un conseil stratégique examina 3 avenirs possibles pour le blé, devenu symbole de politique et de souveraineté. Les modèles économiques envisagèrent d'abord un avenir prudent. Les récoltes restent stables, couvrant 65% de la demande nationale. Les prix se maintiennent grâce à des subventions ciblées. L'Europe, lassée, réduit ses menaces tarifaires. Le pays consolide sa logistique avec prudence. Puis, un avenir prometteur. Une bonne saison des pluies et les innovations de l'alliance AES permettraient d'atteindre 80% d'autonomie. Le Burkina deviendrait exportateur dans certaines zones frontalières. Les jeunes, tentés par l'exode, reviendraient aux champs. Le pays deviendrait un laboratoire de souveraineté alimentaire africaine. Mais un avenir plus sombre restait possible. Une sécheresse ou des infrastructures défaillantes pourraient réduire les gains de moitié. Les tensions sociales renaîtraient, l'opposition parlerait de populisme agricole et Bruxelles retrouverait son influence. Pourtant, même dans ce cas, la rupture psychologique serait irréversible. Le pays avait goûté à l'indépendance. Le président conclut en silence, traçant une ligne sur la carte du Sahel. « Chaque saison n'est qu'un chapitre, dit-il. Ce que nous semons aujourd'hui, c'est une manière d'exister. » Dans les ruelles de Ouagadougou, sur les radios communautaires, dans les cours d'école, la réforme de Traoré trouvait un écho universel. Manger ce que l'on cultive, cultiver ce que l'on est. Une génération, élevée dans le doute, découvrait un horizon. Des milliers d'étudiants rejoignaient des brigades agricoles, certains lançaient des start-up d'irrigation ou de stockage solaire. Les réseaux sociaux, jadis saturés de politique, partageaient en des tutoriels sur la culture du mil. La fierté remplaçait le cynisme. Les urbaines, premières touchées par les hausses de prix, s'adaptèrent rapidement. Dans la capitale, des associations féminines organisaient des ateliers de pain local, échangeant recettes et astuces. Les boulangers devenaient pédagogues, expliquant la valeur d'un pain plus foncé, mais libre. « Ce n'est pas la couleur du blé qui compte, » disait une mère. « C'est la couleur de notre effort. » Les producteurs ruraux, longtemps oubliés, devinrent des figures d'honneur. Les coopératives gagnaient la reconnaissance d'un État qui les avait négligées. Avec des microcrédits, les paysans parlaient de rendement, d'irrigation, de marché, des mots autrefois réservés aux technocrates. Le fossé social se comblait, porté par une idée simple. La souveraineté commence où naît le pain. Pour ancrer cet élan dans une politique durable, Traoré fit rédiger une feuille de route claire. Un programme de semences hybrides, adapté au climat sahélien, fut lancé, financé par le Fonds aurifère national. Chaque hectare était suivi par satellite. Les universités techniques formèrent les agriculteurs pour standardiser les pratiques. Des drones et capteurs d'humidité issus du partenariat furent déployés dans 12 régions. Les fabricants locaux, encouragés par des allègements fiscaux, remplacèrent les tuyaux européens. L'eau devint un bien stratégique, géré par des comités communautaires. De nouvelles coopératives de transformation, intégrant femmes et jeunes diplômés, virent le jour. Chaque région devait avoir un moulin et un silo fonctionnel d'ici 18 mois. Les banques publiques offrirent des microcrédits à taux préférentiels. Une loi sur l'indépendance alimentaire, première en Afrique de l'Ouest, garantit un prix plancher pour le blé local et exonéra les producteurs de taxes. Ce texte consacra la notion de pain souverain. Des indicateurs trimestriels de rendement, d'emploi et d'inflation assuraient transparence et confiance. Les résultats étaient partagés avec les pays de l'alliance AES pour un apprentissage collectif. Le soir tombait sur Ouagadougou lorsque Ibrahim Traoré entra dans une petite boulangerie. Une miche sombre et rugueuse, le pan de la terre,
pain du sol, l'attendait. Le boulanger lui tendit un couteau, dans un geste simple, presque sacré. Traoré coupa une tranche, la goûta lentement et dit « Voilà le goût de la liberté ». Cette image fit le tour du pays. Dans les villages, elle symbolisait un retour à soi. Dans les villes, une leçon silencieuse. La souveraineté commence où l'on pétrit ensemble. Les vieux fermiers souriaient. Leurs petits-enfants redécouvraient ce qu'ils avaient oublié. Les femmes des marchés répétaient les mots du président comme une prière laïque. Ce soir-là, le Burkina Faso ne fêtait pas une victoire militaire, mais un miracle ordinaire. Un peuple réconcilié avec sa terre. Sous la lueur des fours, la promesse du pan de la terre devenait réalité. Une nation qui, après avoir tant importé, apprenait à se cultiver elle-même. Cette histoire du blé ne parle pas seulement d'économie, mais de dignité, de patience et de courage collectif. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un peuple a redécouvert le pouvoir d'un geste simple. Semer, attendre, récolter. Aujourd'hui, chaque miche de pain local raconte une histoire. Celle d'un continent qui relève la tête, d'un pays qui refuse la résignation. Le monde regarde, parfois avec admiration, parfois avec crainte, toujours avec curiosité. Une question persiste. Que ferions-nous si la souveraineté exigeait la faim avant l'abondance ? Ce récit n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Il est à tous ceux qui croient que l'indépendance commence dans le quotidien. Si cette histoire vous touche, partagez-la, discutez-en. Chaque mot, chaque débat, chaque idée peut nourrir la graine d'un futur plus libre. Car, en fin de compte, la véritable révolution n'est pas dans le blé, mais dans la conscience qui pousse avec lui.